Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2022. Et avec mes trois invités, nous allons parler forêt et nous allons parler de plantation de forêt, mais de plein d'autres choses encore. À ma gauche, Tancred Neveu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué du fonds de dotation Plantons pour l'avenir. Je ne vous demande pas ce que c'est que ce fonds de dotation, on y reviendra tout à l'heure. À côté de vous, Jean-Philippe Bazot, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici au titre de France Douglas et de Fibois Bourgogne-Franche-Comté. France Douglas, qu'est-ce que c'est? France Douglas, c'est la petite association qui s'occupe petite association du développement du Douglas. Voilà, et Fibois-Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, il s'agit de l'association interprofessionnelle pour la région Bourgogne-Franche-Comté pour l'ensemble de la filière forêt-bois. À côté de vous, Monsieur Christian Lallia, bonjour. Bonjour. Vous êt gérant de Finsobois. Finsobois, qu'est-ce que c'est? Nous sommes agents de sociétés principalement nordiques. Nous vendons des équipements pour première et deuxième transformation du bois. La première et deuxième transformation du bois. Et vous êtes mécène de Plantons pour l'avenir. Et première question, pourquoi avoir choisi d'être mécène de Plantons pour l'avenir? Et après, on reviendra sur ce qu'est Plantons pour l'avenir. Eh bien, écoutez, un élément principal, c'était de prendre part à l'intérêt général et puis essayer de soutenir la filière. Et en ça, on s'est rencontrés avec Tancred et on a bien accroché et on pense qu'on a aussi notre part à jouer dans cette partie. Quelle part vous voulez jouer justement dans cette partie? Quel est l'intérêt finalement pour vous? Enfin, je pense que c'est plus qu'un intérêt, c'est pas un intérêt financier, hein, évidemment, c'est un intérêt moral, on va dire. Quel est cet intérêt? Eh bien, écoutez, on pense que nos clients coupent du bois tous les jours et on veut les motiver à la prise en charge, à la prise en comment pourrais-je dire à la prise en compte de ces données, du fait qu'il coupe voilà. du bois et qu'il faut replanter, c'est ça? Exactement, absolument. Et pour nous, c'est important de se dire c'est que le bois est un matériau magnifique qui va avoir une possibilité de stocker du carbone, mais qu'il ne faut pas que la beauté du geste s'arrête et qu'il faut vraiment le rendre pérenne. Voilà. Et c'est pour cela qu'on s'engage. Et donc, auprès de nos partenaires avec qui nous travaillons, on essaye de les motiver aussi. Et par exemple, hier, on a remis un chèque de 2 hectares de replantation. Vous payez en hectares, si j'ai bien compris. Voilà, nous payons en hectares et on veut essayer de sensibiliser et nos clients, mais aussi les gens avec qui nous vivons et nous travaillons. C'est-à-dire que vous avez réuni vos clients, hein, enfin les personnes avec qui vous travaillez, vous leur avez dit, voilà, moi j'aimerais qu'on participe à une opération de mécénat pour Plantons pour l'avenir. Et là, ça se résume ensuite à un chèque de 2 hectares de plantation. Très concrète, ces plantations. Nous, on essaye d'être concret et je pense que tous les participants sont dans le concret. Et voilà, donc après on déterminera quelle essence, quelle localisation et autres. Mais c'est ça vraiment notre objectif. Là, quand on plante, on est, on va dire, au début, c'est la ressource. Vous êtes dans la transformation de la ressource. Enfin, vous apportez le matériel pour transformer la ressource. Nous sommes ici sur Eurobois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pérenniser la ressource pour pouvoir ensuite l'exploiter correctement? Bah, écoutez, on a la chance, c'est d'être dans une forêt qui est en croissance. Il y a, on va dire, 200 ans, la forêt française, c'était 8 millions d'hectares. Aujourd'hui, c'est 17. C'est une forêt qui est de plus en plus extrêmement bien gérée. On fait face à un mouvement de population qui passe des territoires, comme certains disent maintenant, et vers les villes. Et la forêt a repris sa place. La France était connue de tout temps par sa très grande forêt des Carnutes et autres. Et je trouve que c'est important de dire, c'est qu'on a un magnifique pays, on a un bois de qualité bien géré. Et ce qu'il faut, c'est
ne pas casser cette dynamique et la maintenir pour les générations futures. Parce qu'il y a une véritable dynamique aujourd'hui. Hein. Absolument, absolument. Et on entend des déficits de la filière bois et autres, mais on est dans une prise de conscience de transformer le bois qui est chaque année, au vu des chiffres que je vous donne, ça veut dire que nous capitalisons tous les ans du bois et que nous avons des marges de développement pour prélever plus de bois, pour pouvoir le transformer et donc réduire la part des bois d'importation. Et je vous donnerai par exemple une famille, somme toute modeste sieur, qui ont décidé de prendre l'histoire à contre-pied et de s'inspirer bien évidemment d'autres acteurs beaucoup plus importants. Et ils vont pouvoir produire et transformer à peu près 150 000 m3 de bois français qu'ils pourront réutiliser dans leur seconde transformation et ne plus utiliser que 20 ou 30% de bois d'importation. Voilà, ils vont être 100% français. Ça fait partie des gens qui sont mécènes avec vous? Je ne suis pas sûr qu'ils soient mécènes, mais ils le sont. Bon, ben alors voilà, je ne les connais pas tous, mais en tout cas, il y a une véritable prise en compte de cette notion et de mécénat, mais aussi de planter pour les générations à venir. Planter pour les générations futures et planter pour pouvoir avoir de la ressource, mais une ressource bien gérée. Sur cet aspect-là, Monsieur Bazot, vous sentez une filière dynamique au regard de ce qui se passe ici sur Eurobois? Oui, la filière, si je peux me permettre l'expression, est en pleine bourre. Tant au niveau forestier qu'au niveau transformation du bois d'ailleurs. Donc, et on essaye notamment au sein de Fibois Bourgogne-Franche-Comté, qui s'occupe de l'entièreté de la filière sur la région, d'accompagner ces entreprises qui aujourd'hui ne demandent qu'à croître et augmenter leur volume. Allez-y, je ne voulais pas vous couper la parole. Je continue. Donc vous doutez bien que je vais venir à mon sujet favori, qui est le Douglas, qui est à la fois le point de convergence de beaucoup de mes occupations et aussi de notre lien avec Plantons pour l'avenir, puisque le Douglas représente 3% des surfaces forestières françaises et produit 18% des volumes de sciage, ce qui est énorme. Alors, on pourrait penser que c'est hégémonique, mais ça ne l'est pas du tout, puisque tout compte fait, un doublement des surfaces nous permettrait un doublement des volumes de sciage, sans compter que la croissance du Douglas lui permettra dans les années 2030-2050 de doubler encore ses volumes par rapport à ses chiffres de base. Donc, c'est vous dire à la fois la contribution de cette essence à la lutte contre le changement climatique, par la captation du CO2 qui favorise. On va les mettre dans les bâtiments via du CLT, via des panneaux massifs. Et donc sa participation très importante à la transition écologique et énergétique de nos pays, sans parler du potentiel d'emploi qu'il peut générer, et particulièrement au cœur de nos territoires. Je suis issu du Morvan, mais c'est la même chose pour le Limousin, le Beaujolais, l'Occitanie, d'une façon générale, plutôt le Piémont des Pyrénées, enfin la Montagne Noire. Et c'est un grand massif central qu'habituellement on classe un petit peu dans des zones relativement déshéritées, qui va profiter de cette manne au niveau national. C'est une forme de richesse pour les habitants, pour les gens qui sont sur place et pour le développement de ces zones rurales. Absolument. Et je dois dire que j'en suis un véritable exemple à mon niveau. Je suis aussi dirigeant de l'entreprise Bongard Bazot et Fils qui à la fois dispose de forêts de Douglas dans le Morvan et les transforme en partie, tout du moins pour ce qui est des gros bois. Et entreprise de 120 personnes, je vous garantis qu'on ne trouve pas d'autres entreprises de cette taille à 50 km à la ronde, voire bien inférieure, même inférieure à 10 personnes, et que cette situation, on la doit personnellement au Douglas. C'est notre bâton de maréchal qui nous accompagne dans notre croissance depuis 1963 et qui n'a pas fini, effectivement, de nous apporter ses aménités. Voilà. Mais il faut planter. Et il faut planter pour l'avenir. Plantons pour l'avenir, c'est quoi? Rappelez-nous quand même un petit peu, même si on commence à connaître.
Alors, Plantons pour l'avenir, c'est un fonds de dotation, c'est une structure à but non lucratif, dont les ressources sont des dons d'entreprises et de particuliers dans le cadre du mécénat. Avec ces ressources, on porte bien sûr une mission d'intérêt général autour de 3 programmes. Un programme de soutien au reboisement en France métropolitaine, un programme de sensibilisation sur les enjeux de nos forêts et de l'utilisation du bois dans le cadre justement du changement climatique. Et puis un programme de recherche-innovation sur justement l'adaptation des techniques sylvicoles, des essences et des provenances dans le cadre justement du changement climatique qui impacte beaucoup nos forêts. Alors, on va détailler. On va parler de ces 3 programmes et on va commencer par un sujet sensible, sensibilisation. Aujourd'hui, les gens, enfin le grand public, on va dire, a parfois du mal à accepter qu'on coupe du bois pour en faire des meubles, pour en faire des bâtiments, alors que tout le monde a une appétence pour le bois. Il y a une sorte de contradiction. Je mets les radicalités, on va dire, de côté, parce que quand on est radical, c'est difficile. Mais pour le grand public, lui, ne l'est pas. Comment on le sensibilise à ça? Comment on lui fait comprendre? Et qu'est-ce que vous mettez en place pour faire comprendre aux gens que finalement la forêt, ça s'exploite, et que si on veut capter du carbone, si on veut accompagner le changement climatique, essayer de limiter les dégâts, la forêt a toute sa place, et la forêt plantée notamment. Mais pour ça, il faut recréer le lien justement entre nos forêts et les bois et ses usages. Et justement, à ce titre-là, je remercie JL Events et le Salon Eurobois de nous avoir accueillis pour pouvoir passer ce message. On est ici dans un lieu plein d'entreprises qui croient au matériau bois, qui investissent pour transformer, valoriser ce matériau-là. Et c'est un endroit formidable pour passer le message, de dire ce bois-là, s'il provient de nos forêts, géré durablement, eh bien c'est un cercle extrêmement vertueux. Toutes les entreprises qui sont dans ce salon participent de la décarbonation de notre économie. Elles participeront d'autant plus de cette décarbonation que le bois issu, que le bois qu'elles transforment seront issus de nos forêts. De forêts françaises. Voilà. Et nos forêts, effectivement, souffrent également, sont une véritable réponse au changement climatique, mais elles sont aussi victimes de ce changement climatique. Et à plusieurs endroits, elles ont besoin d'être accompagnées par la plantation notamment, mais pas que, mais évidemment par la plantation pour s'adapter un peu plus vite au changement climatique. Et tout ça, il faut l'expliquer au grand public. C'est le programme Sensibiliser de Plantons pour l'avenir. Donc on accompagne des projets, par exemple, comme un festival qui va avoir lieu au mois d'octobre dans l'Isère. Voilà, cet automne, les forêts sortent du bois. Voilà, donc le titre est assez évocateur. Donc les forêts sortent du bois. C'est un festival qui est organisé par l'interprofession Fibois Isère et qui va permettre à un public très large de découvrir et la forêt et les usages du bois et de recréer ce lien pour mieux comprendre comment, pourquoi un certain nombre de nos forêts sont gérées de manière productive, plus ou moins productive pour certaines, mais permettent en tout cas de fournir le bois dont on a besoin pour nos différents usages plutôt que d'aller le chercher à l'autre bout de la planète. Notamment. Voilà, et notamment pour la construction. Et on sait aujourd'hui avec les nouvelles réglementations que la part des biosourcés et du bois devrait augmenter. Monsieur Bazot, sur cette acceptation, vous parliez de Douglas. Moi, dès que j'ouvre un magazine ou dès que j'entends quelque chose sur le bois, j'entends parler de Douglas. Mes confrères font une fixette sur le Douglas. Comment faire accepter la gestion des forêts et comment faire accepter les coupes? Parce que c'est de ça dont on parle. Oui. À l'entendre, effectivement, le Douglas est souvent évoqué, et pas forcément de la meilleure façon, enfin, tout du moins à mon avis. Et pourtant, je vous ai rappelé tout à l'heure à quel point il était très, très, très loin d'être hégémonique. Certes, la surface forestière en Morvan de Douglas est supérieure à 3%, ça, je ne le contesterai pas. Mais pour autant, il a surtout été planté sur de la déprise agricole, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation globale de la forêt en Morvan, comme ailleurs, d'ailleurs, d'une façon générale. Mais ce que je voudrais essayer de répondre à certains de nos opposants, je le ferai de deux façons. Opposants ou contradicteurs?
contradicteurs, opposants, bon, ça dépend. Il y en a, c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer quoi que ce soit. De toute façon, ils ne nous entendront pas, mais les plus, entre guillemets, raisonnables, si je m'estime moi-même raisonnable, c'est de leur dire que, enfin, l'une des réponses notamment, ce sera l'objet de notre congrès FIBO-ABFC la semaine prochaine. Et je voudrais les emmener sur le terrain de l'incertitude. Nous travaillons nous-mêmes dans la plus grande incertitude, tous les jours. Nous étions loin d'imaginer, enfin pas moi, mon père, mon grand-père, était loin d'imaginer les forêts de Douglas qu'on aurait quand on les a plantées. Il y en a même certains qui, pensant s'être trompés, les ont coupées prématurément en disant « ça ne fera jamais rien ». Quelle erreur! Quelle erreur, puisque justement, ça fera des magnifiques forêts. Et puis, chacun de ces acteurs forestiers, de ces propriétaires, ils ne vont pas systématiquement raser, même si effectivement leur forêt de Douglas est issue d'une coupe rase. C'est vous dire des fois les bénéfices d'une coupe rase, tout compte fait, pour obtenir une magnifique forêt. Mais elles ne vont pas forcément être rasées à la suite. Au contraire, elles pourront très bien donner lieu à une continuité en libre évolution. Seulement, voilà, ça dépasse largement la durée d'une vie. Donc ce que je demande à ces contradicteurs, c'est de leur patience, à eux, en leur temps, pour permettre à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de pouvoir redécouvrir effectivement des forêts qui seront davantage mélangées. Voilà, puisque c'est souvent l'objet de nos critiques. Il y a cette critique-là. Excusez-moi, Tancred, sur cette réflexion-là, je veux juste rajouter un mot. Effectivement, le changement climatique va nous amener à voir nos paysages forestiers changer très vite. Alors ça va, dans certaines régions, ça va être brutal. Les gens ne comprendront pas. Les choses vont changer. Il y a des forêts qui sont en train de dépérir. Il y a des essences qui sont en train de prendre le relais sur d'autres essences qui étaient là et qui ne sont plus adaptées aux nouvelles conditions. Dans les 20-30 ans qui viennent, le paysage forestier français va beaucoup évoluer. Il va falloir s'y habituer. Voilà. Et il faut l'accompagner, c'est ça? Il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner là où ça a besoin d'être accompagné. Effectivement, on fera des erreurs dans certains cas. Hein, on aura de belles découvertes dans d'autres cas. Hein. Le Douglas, cette notion d'incertitude est intéressante. Alors, pour le Douglas, on va surtout pas parler de mots qui fâchent, mais de toute façon, il y a une interdiction en France qui fait qu'on ne peut pas pratiquer la culture OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Faute de cela, on va sélectionner dans certaines régions du monde et de France des plants qui sont davantage adaptés au réchauffement climatique. On l'espère. On l'espère, parce que là encore, ça, on est en pleine incertitude. On viendra sur les programmes de recherche après. Voilà, tout à fait. Donc, Douglas Avenir, par exemple, est une organisation qui réunit à la fois des professionnels, des scientifiques, qui s'occupent de faire en sorte que les plans futurs du Douglas soient le mieux adaptés possible, notamment à cet événement du réchauffement climatique. Monsieur Lallia, sur cette idée de l'acceptation, sur la sensibilisation à la forêt, tout simplement, même sans parler d'acceptation à la coupe. Je voudrais compléter un point intrinsèque. Moi, je suis plus là sur la partie transformation du bois. Mais le Douglas est un bois qui, naturellement, a des propriétés de pérennité naturelle et très favorable. Et ça permet de l'utiliser dans bon nombre de cas sans produits chimiques et pour en assurer la longévité. Et rien que ça, c'est vraiment quelque chose qui me sensibilise, si vous voulez, parce que utiliser du bois et puis de le protéger avec quelque chose qui peut laisser des traces longtemps dans le sol n'est pas vraiment dans mes idées. Tandis que le Douglas, c'est quelque chose de naturel et qui naturellement est durable. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive aussi. Si vous me permettez, je voudrais dire, on est dans le cadre d'un salon, ça a été dit précédemment, mais l'activité connaît un dynamisme fantastique dans les investissements, première, deuxième et troisième transformation. Le bois est chouchouté par tout le monde et je pense qu'effectivement, on est dans un monde où la population se dirige de plus en plus vers les villes, ou en tout cas se diriger de plus en plus.
Très récemment, j'ai entendu que l'effet Covid en Australie, les gens sortent des villes et construisent des maisons principalement en bois dans les périphéries ou à distance, font du télétravail, mais utilisent principalement le bois. Et le Douglas, c'est une des essences les plus utilisées là-bas aussi, une des essences très utilisées pour la construction. Donc, beaucoup de dynamisme, beaucoup de challenges à relever. La filière bois, c'est un maillage national. On n'est pas que autour des grandes villes. On est dans tous les petits villages de France, dès qu'il y a un peu de forêt. On a des équipes qui exploitent, qui plantent, qui gèrent. Et ça, c'est assez incroyable. Alors, je ne connais pas les chiffres exacts, mais quand on compare les chiffres d'affaires et le nombre d'emplois par rapport à l'automobile, qui est très connue dans notre pays, eh ben, je dirais que la filière bois est très très loin d'être secondaire, et bien au contraire. Voilà. On parle de 400 000 emplois. Voilà. Et ce développement, ce dynamisme va encore augmenter la valeur, on va dire, économique, enfin pour le pays, de la filière bois. Tout à fait. On a fait un bon tour d'horizon sur la sensibilisation. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce plan? Tout va bien. Alors maintenant, on va parler des deux autres programmes. Vous voulez commencer par quoi, Tancrède? Planter ou innover? On peut faire un petit point sur le programme Planter et l'avancement justement des actions de Planton depuis sa création fin 2014, début 2015. Aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, on soutient plus de 350 projets, essentiellement chez des propriétaires particuliers. C'est un peu plus de 2100 hectares qui ont été plantés, avec une vingtaine d'essences forestières différentes, parce comme on est sur tout le territoire national. Voilà, effectivement, parce que là, on a beaucoup parlé de Douglas, mais on répond à des situations géographiques très, très variées. Hein. Mais si on regarde dans le détail ces essences, hein, elles correspondent très précisément aux essences les plus plantées et distribuées par nos pépiniéristes français, hein, c'est-à-dire en premier lieu le pin maritime, je ne vous en ai pas amené. Vous ne nous en avez pas amené. Voilà. En deuxième lieu, la deuxième essence la plus plantée en France, c'est le Douglas. Hein, et la troisième, c'est le chêne Cécile. Voilà. Et ensuite, quatrième, alors pas en nombre, mais en surface, le peuplier, et puis, etc. Donc, bien sûr, comme Planton pour l'avenir accompagne des projets réels qui correspondent aux besoins des propriétaires forestiers français accompagnés de leurs conseillers forestiers. Bien, dans nos statistiques, on a les mêmes répartitions d'essence en nombre sur les projets qu'on accompagne. Donc cette dynamique continue, bien sûr. Et puis, on a aussi ce programme de recherche-innovation qui est en train de se développer. C'est aussi un sujet d'intérêt général, hein, auquel les entreprises mécènes qui nous accompagnent, bien sûr, sont très contentes de prendre part, parce qu'il y a un vrai enjeu de recherche-innovation à la fois sur les techniques sylvicoles et de gestion forestière et de reboisement, hein, avec quel outil, avec quelle densité, avec quel mélange d'essence, avec quelle provenance. Hein. Il y a ces problématiques de ce qu'on appelle la migration assistée, c'est-à-dire aller chercher dans la même essence des provenances méridionales et les amener dans des zones un petit peu plus septentrionales, hein, pour accélérer en fait la migration naturelle des essences. Parce qu'en fait, pour les gens qui ne le sauraient pas, il y a une migration qui va se faire, hein, qui est en train de se faire, d'essences, on va dire, qu'on trouve par exemple en Bourgogne-Franche-Comté, qui remontent au nord, c'est ça? Tout à fait. Alors, le chêne, par exemple, c'est à les accompagner. Tout à fait. Le chêne, qui est une essence emblématique de notre zone européenne, effectivement, a déjà eu plusieurs migrations suite aux époques de glaciation et de retrait des glaces. Aujourd'hui, le problème, c'est que la rapidité du réchauffement climatique, donc il faut peut-être les assister pour ça. Un certain nombre d'essences exotiques peuvent être intéressantes. Hein. Le Douglas en a été une preuve. Hein. Peut-être que d'autres essences, mais avec toute la prudence qu'il faut avoir autour de l'arrivée d'essences exotiques. Mais ça reste quand même une piste intéressante de suivi. Et on accompagne un certain nombre de projets comme ça. Alors bien sûr, Planton pour l'avenir n'est pas opérateur de ces projets-là. On accompagne des organismes de recherche comme l'INRAE,
comme l'Institut européen de la forêt cultivée, comme le FCBA. Et par exemple, on a un projet d'entretien. On accompagne l'entretien et les premières mesures d'un certain nombre d'arboretums qui ont été installés il y a une dizaine d'années. Ces fameux arboretums du changement climatique qui sont en grande partie gérés par l'INRAE, qui avait été installé il y a 10-12 ans sur la façade atlantique en France. Et bien aujourd'hui, l'INRAE sollicite Planton pour l'avenir pour entretenir ces arboretums et commencer à prendre les premières mesures, faire les premières constatations des essences et des provenances qui semblent les plus prometteuses pour que demain nos forestiers les utilisent au plus vite dans leur projet de reboisement. Qu'ils puissent les utiliser dans le projet de reboisement et que ce soit adapté au dérèglement climatique. Parce qu'en fait, c'est ça l'objectif. Tout à fait. C'est de ne pas perdre la forêt et de l'aider à changer. Parce que de toute façon, elle va changer. De toute façon, elle va changer. Sur ces deux aspects, recherche et développement et puis Planton, est-ce qu'on plante suffisamment? J'ai lu dans votre petite documentation tout à l'heure, 80 millions d'arbres plantés, je ne sais plus l'année, mais il en faudrait... Alors, c'est difficile à dire. Donc, effectivement, on est sur un rythme de plantation de 70 à 80 millions d'arbres par an en France depuis une dizaine d'années. L'essentiel de ces plantations, pratiquement la moitié, se fait sur le massif landais, dans le cadre d'une gestion classique de ce massif forestier. C'est-à-dire que sur le reste de la France, il ne se plante que 40 millions d'arbres par an, ce qui est insuffisant pour accompagner nos forêts dans le cadre du changement climatique. Il faut accélérer cette dynamique de replantation. Voilà. On accélère en Bourgogne-Franche-Comté? Alors, l'actualité, malheureusement, on a connu un événement dramatique concernant l'épicéa. Donc vous savez qu'il a été ravagé par un insecte, le scolite. Particulièrement sur les forêts, effectivement, de plaine. Donc ça, c'est déjà un indicateur, parce que forcément, c'est lié au réchauffement climatique d'une certaine façon, puisque le développement de ces insectes a été consécutif aux sécheresses qu'on a eues. La pluie, par contre, lutte activement, y compris contre ces insectes. Malheureusement, 3 ans de suite, sécheresse, donc destruction de très très grande quantité de forêts d'épicéa qui ont été victimes des scolites. Donc il se pose la question de la transformation. Quoi de plus naturel, effectivement, de penser au Douglas dans les régions où il y avait de l'épicéa, mais il faut se poser la question de savoir si justement le problème de l'altitude est une donnée à prendre en compte pour le Douglas. Est-ce que le Douglas est sensible aux scolites? Forcément un petit peu, mais jusque-là très peu. Mais par contre, on n'est pas à l'abri d'une mutation de l'insecte qui effectivement soit défavorable. Le Douglas a sa kyrielle de maladies, si vous voulez, congénitales comme l'être humain, de toute façon. Il a forcément ces insectes ravageurs. Pour l'instant, on constate relativement peu, même si on en observe quand même, on observe quelques foyers de là et d'autre. Donc, plus que l'adaptation, j'allais dire, sud-nord des essences qu'on va planter, il faut songer aussi à l'altitude. Peut-être qu'il faudra monter un peu d'altitude pour planter ces essences de façon à ce qu'elles y soient plus fraîches. Mais il leur faudra dans tous les cas beaucoup de précipitations. C'est des essences qui, effectivement, sont très consommatrices d'eau. Et en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas gagné les précipitations. Moi, dans les projections que j'ai vues... C'est pas gagné dans les projections, mais le Morvan, qui est une moyenne montagne quand même, et c'est la première barrière, si vous voulez, pour les nuages qui nous viennent de l'Atlantique. On peut espérer qu'ils continuent effectivement à être bloqués par la moyenne montagne du Morvan et arroser considérablement. Nous avions des précipitations en Morvan jusque-là de 1100 mm. Donc effectivement, enfin 1,10 m. On espère que ça continuera sur ce rythme puisque c'est à peu près les niveaux qu'il faut pour satisfaire le Douglas. Donc besoin d'eau, besoin d'eau et donc vraiment s'adapter et c'est vraiment important donc tous ces programmes de recherche et évidemment planter. Et juste pour rajouter, excusez-moi, l'application de cette méthode qui est pour moi la meilleure des méthodes qui soit en matière d'innovation, c'est la méthode de l'essai-erreur. Je l'ai souligné tout à l'heure, il faut de toute façon essayer comme ce que nos grands-pères ont essayé. Ça a bien fonctionné, ça aurait pu ne pas bien fonctionner. Pour l'épicéa, on a eu raison de planter l'épicéa pendant 60 ans.
puisque pendant 60 ans, il a résisté. Mais là, ça ne fonctionne plus. En tout cas, en plaine. Pour l'instant, en ce moment, basse ça- altitude. Il basse faudra qu'on altitude. monte. Monsieur Alia, sur ces questions parce que vous êtes un mécène, un peu un observateur de tout ce qu'on vient de se dire. Tout à fait. Mais moi, je regarde ça toujours d'un point de vue industriel et le produit. Et je m'amuse toujours à poser cette question autour de moi de savoir quel est le point commun entre un TGV et un méthanier. Vous savez, on a une dépendance en gaz, donc on utilise soit des tuyaux ou soit des bateaux qui transportent ça à travers la planète. Et ben, le point commun, c'est le bois. Les planchers des TGV, c'est du bois. Et les méthaniers, les cuves, 60% des cuves de méthane pour transporter les GNL et autres sont des panneaux de bois. Donc le bois est clairement quelque chose qui est omniprésent dans notre vie. Certains éventuellement pensent qu'on peut faire sans, mais de la boîte à camembert jusqu'au TGV, il y a ce point commun de cette magnifique ressource. Et je vous ai dit, je travaille beaucoup dans les pays du Nord. En Finlande, par exemple, il y a 2 essences de résineux, l'épicéa et le pin sylvestre. Ils le font très, très, très bien. La gestion est magnifique. En France, on a une multitude. Je croyais que l'autre jour, je faisais un comptage. Il y a 10 résineux minimum en France. Ça fait partie de la richesse de cette France. Si jamais il y a un épicéa qui subit une attaque, eh ben, il y a encore 9 essences qui sont là et qui vont jouer leur rôle. Et le Douglas, comme un autre, a son rôle à jouer. Le mot de la fin à tous les deux. Vous commencez, Monsieur Bazot, sur ces questions. Oui. Sur ces questions, j'allais vous dire, rendez-vous compte, on arrive même à fabriquer des cravates en Douglas. Non, d'une façon générale, je reviendrai sur mon sujet, Dada, qui est effectivement l'incertitude. Ce que je voudrais répondre à nos contradicteurs, c'est que nous-mêmes, nous sommes dans l'incertitude, effectivement, des résultats de nos essais-erreurs. Je souhaiterais simplement qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur l'apparente certitude qu'ils ont, que l'on est plus dans l'erreur que dans la réussite. C'est tout. Voilà. En fait, il faut du dialogue, tout simplement. Absolument. Et du dialogue dans les deux sens. Vous avez le mot de la fin, Tancred. Écoutez, en mot de la fin, donc à nouveau un remerciement à Eurobois pour l'invitation et cette possibilité donnée à Planton pour l'avenir de passer des messages. Donc le message essentiel que je veux passer, c'est que le mécénat est un formidable outil pour aider la filière bois qui répond à beaucoup de missions d'intérêt général. Ce sont effectivement le renouvellement des écosystèmes forestiers, donc des missions d'intérêt général très environnementales. C'est aussi la vie économique et sociale sur nos territoires par le maintien d'une activité de la filière. Et c'est aussi une mission de sensibilisation, d'éducation du grand public, tel qu'on le dit, sur justement ce que représentent nos forêts et la filière bois et leur rôle dans la lutte contre le changement climatique. Voilà. Donc j'en appelle toutes les entreprises de la filière forestière à travers Planton pour l'avenir, à soutenir ces grandes causes d'intérêt général. Voilà. Grande cause d'intérêt général, et ça on l'a vraiment compris. On sait tout sur le site internet de Planton sur l'avenir, on est d'accord. Tout, j'espère. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler de forêt, de plantation, de sensibilisation, de recherche. Une émission à retrouver sur notre site, ainsi que toutes celles que nous enregistrons ici, donc Bâti Journal, et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer, le Salon Eurobois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci monsieur. Merci à vous. Bonne journée.